soir, on va parler d'impartition TI. Évidemment, avant de parler d'impartition, c'est important de comprendre qu'est-ce que c'est l'impartition. Au Québec, quand même, on a beaucoup d'expertise dans ce domaine-là. On est très bon en impartition. On a des firmes locales ici au Québec, même ici à Montréal, qui sont un des leaders, des chefs de file mondiaux dans le domaine de l'impartition. Évidemment, je pense à CGI. On en a d'autres aussi. Gros impartiteurs ici à Montréal ou des centres de données, parce que on a à Montréal une situation très particulière qui fait qu'on est très bien placé pour être bon en impartition. On a des ingénieurs, des techniciens, des informaticiens très qualifiés, habitués de travailler selon des normes nord-américaines. Donc, la façon de travailler ici, à Montréal, est très, très similaire, sinon identique à la façon de travailler aux États-Unis, à New York, à Philadelphie. Moi, je suis allé travailler, j'ai passé une partie de ma carrière, quelques années, 2 ans et demi aux États-Unis. J'ai travaillé aussi 2 ans et demi au Nouveau-Brunswick. J'ai travaillé un petit peu dans la région de Toronto, très brièvement pour des petits mandats en Allemagne, aux Émirats arabes, et 1 an en France. Au niveau des technologies de l'information, la façon de dealer, les technologies qu'on utilise, la façon dont on travaille avec ces technologies-là, même la terminologie qu'on utilise ici, c'est la même qu'aux États-Unis, ce qui n'est pas la même qu'en France. En plus, en technologie d'information, on est en général, la plupart des gens sont bilingues. Donc, on est capable de parler anglais ici très bien. C'est beaucoup plus facile pour une compagnie américaine de faire de l'impartition ici avec du personnel bilingue que, par exemple, dans des pays comme l'Inde ou d'autres pays ailleurs dans le monde où la main-d'œuvre peut être moins chère, a déjà été moins chère, c'est de moins en moins vrai, ça, aujourd'hui. La main-d'œuvre est quand même ici beaucoup moins chère qu'aux États-Unis, mais elle peut être encore moins chère ailleurs. Maintenant, il y a eu des problèmes, il y a des situations problématiques dans les dernières années. Entre autres, des situations où un impartiteur indien, par exemple, a fait faillite, a fermé. Du jour au lendemain, les gens ont tout perdu. Parce qu'il n'y avait aucune façon de récupérer les données et tout. Les données sont sur des serveurs en Inde. La compagnie a fait faillite. Du monde, les employés sont partis avec les serveurs. Essaye d'aller poursuivre, essaye d'aller poursuivre aux États-Unis. Essaye à partir des États-Unis d'aller poursuivre en Inde, là, tu sais. De toute façon, c'est peut-être pas nécessairement, je veux pas dire que l'Inde s'est corrompue, là, mais disons que le système de justice est différent un peu, est très différent du nôtre. Nous, ici, on a vraiment développé une expertise là-dedans et on est dans une réalité, surtout avec l'accord de libre-échange nord-américain, qui fait que c'est très facile, donc, pour des compagnies américaines, donc, de venir faire de l'impartition ici. Et donc, il y a beaucoup d'opportunités dans ce créneau-là pour des gens comme vous qui sont dans le domaine de la gestion de risque, d'être confrontés à des situations dans lesquelles on retrouve l'impartition. Donc, dans des situations où on parle des ressources informationnelles d'une organisation qui sont transférées à un tiers, qui sont mises sous la responsabilité d'un tiers dans le cadre d'une relation contractuelle. Ça s'est fait, ça a été très, très populaire ici dans les années 90. Parce qu'il faut savoir, en tout cas, moi, je l'ai vécu, je travaillais déjà depuis plusieurs années. Moi, j'ai commencé ma carrière en 83 dans le domaine de l'informatique ici à Montréal. Et moi, donc, je suis arrivé au tout début de la micro-informatique dans les entreprises. J'ai connu un petit peu les mainframes puis les mini. Mais je suis arrivé vraiment, ma carrière a connu une grande croissance à cause du fait que j'avais développé une expertise en micro-informatique au début et que je me suis rapidement spécialisé en réseautique. Donc, je suis allé faire des certifications nouvelles dans le temps, dans les années, vers le milieu des années 80, au moment où les réseaux locaux ont vraiment commencé à décoller. Donc, j'ai vécu ça. J'ai fait dans beaucoup de premières implantations de réseaux locaux dans des entreprises. Et à ce moment-là, on assistait à une hausse croissante, exponentielle des coûts
des infrastructures technologiques dans les organisations. Une des réponses des directeurs financiers, des CFO, qui étaient à cette époque-là, de façon générale, étaient les responsables de technologies de l'information, parce qu'on n'avait pas commencé encore à créer des postes de CIO, de Chief Information Officer. Ça n'existait pas, ça, à cette époque-là. Ça a été créé un petit peu plus tard. Donc, au moment où on a connu cette hausse importante des coûts, les chefs financiers, les directeurs des finances, les vice-présidents finances des organisations ont voulu mettre le couvercle sur la marmite. Et donc, une des solutions, des approches pour contenir les coûts, ça a été l'impartition, où là, on pouvait arriver à un contrat à prix fixe. C'est-à-dire, regarde, tes services TI, nous, on va te les faire pour tant de dollars par mois. Et donc, au lieu d'être un élément qui est variable, avec des coûts toujours en croissance, on pouvait s'engager dans un contrat de 5 ou 10 ans à avoir au moins un prix, entre guillemets, fixe, au moins pour la partie qui était constante, qui était existante. Après ça, évidemment, parce que moi, j'ai un peu plus tard dans ma carrière, j'ai eu l'occasion de travailler chez CGI. J'ai bien vu que quand même, malgré les contrats à prix fixe pour de l'impartition, on retrouve toutes sortes de choses d'extra, un peu comme dans le domaine de la construction, on facture des extras. Ben, c'est la même chose aussi dans beaucoup de contrats d'impartition, puis des fois, à un moment donné, il peut y avoir quand même beaucoup d'extras. Par exemple, des nouveaux projets, des choses qui n'avaient pas été prévues dans le contrat, des modifications, des demandes de changement, de toutes sortes de choses qui peuvent mener à des éléments qui sont hors contrat. Mais bon, quand même, c'est une approche donc qui a un certain intérêt, qui a été très, très populaire pendant un certain nombre d'années, qui est devenue un petit peu moins populaire. Qui est devenu un petit peu moins populaire une fois que la première vague a passé. Donc, rappelez-vous, je mentionnais que la grosse vague de l'impartition s'est faite dans les années 90. Les premiers contrats qui ont été signés, en général, étaient des contrats de 10 ans. Et donc, ces contrats-là sont venus à terme dans les dernières années. Donc, depuis 2005, on commence à en avoir de plus en plus. Et là, il y a des compagnies qui ont réalisé qu'il pouvait y avoir quand même certaines problématiques associées à ça. Il y a quand même des avantages, au moins en tout cas pour certains éléments de ces technologies de l'information qui sont non stratégiques ou qui sont récurrents ou qui sont plus au niveau opérationnel. Et ça, dans des cas comme ça, si c'est pas directement relié à un avantage compétitif que vous avez, des choses plus simples, par exemple, ont tout avantage, pourraient être faits à l'externe. Je sais pas moi, la gestion des serveurs non critiques, la gestion des choses comme le support aux utilisateurs, par exemple, le service de helpdesk, le support niveau 1 ou niveau 2, les sauvegardes, les backups, l'installation de postes de travail standard normalisés. Il y a beaucoup de choses qui requièrent pas une connaissance particulière de l'organisation, qui peuvent très, très bien être faits à prix fixe par un tiers. De la même façon qu'il y a beaucoup d'organisations qui vont pas nécessairement gérer à l'interne leur système téléphonique, ou des installations de câbles ou des déménagements de bureaux, parce que c'est de la routine. Et les choses qui sont routinières peuvent très, très bien être réalisées à l'externe à prix fixe ou de façon, en tout cas, plus contrôlée. Il y a un certain nombre de choses qui sont essentielles pour bien réussir une impartition. J'ai essayé de tout mettre sur une acétate.
institutionnaliser l'impartition, c'est-à-dire le gérer comme un processus institutionnel, de l'aligner avec les services, d'aligner les services impartis avec la stratégie d'affaires, de définir nos attentes en termes de bénéfices d'affaires avant de faire l'impartition, c'est-à-dire qu'a priori. Donc, si vous voulez vous lancer dans un processus d'impartition, donc, il faut vraiment que ça soit fait au niveau institutionnel, c'est-à-dire corporate, hein, que ça soit géré dans la structure de l'organisation et qu'on définisse, avant de le faire, pourquoi est-ce qu'on veut faire l'impartition. C'est quoi les avantages pour nous d'aller en impartition? Souvent, ça peut être un meilleur contrôle sur les coûts et qu'on se rend compte après ça plus tard que finalement nos coûts explosent. C'est d'ailleurs une des causes de rupture, de divorce dans les impartitions importantes, le non-respect de nos attentes. Donc, si nos attentes sont définies, si tous les partenaires sont au courant de nos attentes, ben, c'est beaucoup plus facile. Encore là, comme dans un couple. Sélectionner le modèle de livraison en fonction des buts recherchés. Oh, j'en ai sauté un. Étudier les avantages et inconvénients entre les services ou solutions personnalisées et préfabriquées. Donc, sélectionner le mode de livraison en fonction des buts recherchés. Il y a différents types de contrats d'impartition. Est-ce que, par exemple, on conserve notre infrastructure chez nous, nos serveurs, tout ça chez nous, et que les employés de la firme viennent travailler dans nos locaux, ou comme dans d'autres situations, les employés, les serveurs, toute l'infrastructure est dans les locaux de CGI. Les employés, c'est des employés de CGI qui peuvent gérer en même temps les données, les serveurs de 5, 6, de 10 ou 20 clients différents. Et avec les télécommunications qui sont relativement abordables aujourd'hui, avec des VPN, avec des extranets, des intranets et toutes sortes d'autres solutions utilisant des technologies relativement peu coûteuses et assez sécuritaires aujourd'hui, je me connecte sur ces systèmes-là à distance. Ça peut être beaucoup plus avantageux, évidemment, parce que là, on est presque dans le cloud computing, d'une certaine façon. C'est très proche. Mais les employés, les gens qui gèrent mes serveurs, en même temps, ils gèrent les serveurs de 20 autres personnes. Peut-être même qu'il y a des gros serveurs de base de données, par exemple Oracle ou DB2 ou autres, qui traitent en même temps mes données et les données d'autres clients sur le même serveur. Pourquoi pas? Ça peut très bien être fait de façon sécuritaire aujourd'hui, en autant que le DBA, il sait ce qu'il fait. Évidemment, ça peut être fait de façon très économique, puisque le coût des ressources est distribué sur un grand nombre de clients. Versus l'approche d'avoir dans le fond, c'est comme si j'avais 100 consultants qui travaillent à temps plein chez nous, dans mes bureaux. Ben, je veux pas, ces employés-là, ils ont un salaire. Ce salaire-là, il n'est pas nécessairement moins élevé que si moi, je les embauchais. Hein? Si j'embauche un spécialiste en sécurité, quelqu'un comme vous, par exemple, s'il travaille pour CGI, il va peut-être gagner 70 000. S'il travaille pour Hydro-Québec ou Desjardins, il va peut-être gagner 90 000, mais calcule les bénéfices et tout, il n'y a pas une grosse différence, ou ça va faire une différence, c'est plus à long terme à cause du fonds de pension et ces choses-là. Évidemment, ben, si je m'appelle Hydro-Québec, des fois, ça peut être difficile de mettre du monde dehors. CGI, quand je les mets dehors, c'est eux autres à gérer leur personnel comme ils veulent. Donc, il y a des différences, mais le coût à moyen terme, à court terme, le coût est pas vraiment différent parce qu'il y a pas une grosse différence dans les traitements, dans les salaires. Il y en a une, mais c'est peut-être pas, en tout cas, c'est peut-être pas là qui est, parce que par-dessus ça, évidemment, il faut rajouter la marge bénéficiaire de profit, donc, veut faire l'impartiteur. Donc, ce qui fait que quand même, la différence, ça sera peut-être pas nécessairement énorme à ce niveau-là. En tout cas, moi, je pense pas que ça, c'est la meilleure, la plus grosse économie. De définir le type de relation qu'on veut établir, bon, de négocier des ententes où les deux sont gagnants, autant que possible. Donc, évidemment,
Une bonne façon de faire ça, c'est d'aller en appel d'offres. Mais évidemment, si on veut aller en appel d'offres, en impartition, on peut pas nécessairement choisir le plus bas soumissionnaire. Si on veut pas avoir des ponts qui s'écroulent puis des viaducs qui s'écroulent, des fois, c'est peut-être pas toujours bon de choisir le plus bas. Mais le plus bas conforme, oui. Et là, à ce moment-là, évidemment, ça demande d'être quand même d'avoir très bien défini c'est quoi nos attentes. Négocier des ententes, les deux parties sont gagnantes. Compter sur un réseau de fournisseurs. Donc, des fois, certaines stratégies, je pense à Desjardins où sa partie télécom était impartie avec Bell, ses serveurs étaient impartis avec IBM, puis une autre partie qui était impartie avec CGI, mettons. Donc, on n'était pas un fournisseur unique. Évidemment, ça crée quand même des situations un peu problématiques pour d'autres raisons. Parce que dans le fond, tu as des compétiteurs à qui tu demandes de coopérer et ils essayent tous de se poignarder dans le dos parce qu'ils savent que quand le contrat va être renouvelé, peut-être qu'ils pourraient aller chercher une plus grosse part du gâteau. Ils ont un certain avantage à blâmer l'autre, que ce soit l'autre qui soit blâmé pour les problèmes. Et finalement, de développer une confiance mutuelle des deux côtés afin d'optimiser la relation impartiteur-imparti. Donc, on en était rendu au facteur de risque. Donc, on va réfléchir ensemble à quelques-uns des facteurs de risque. J'ai fait une petite recherche dans la littérature pour essayer d'identifier certains facteurs de risque qu'on pouvait retrouver. Je pense qu'on a déjà mentionné que une revue de littérature serait probablement un bon point de départ pour vous donner des pistes qui vous serviront peut-être à l'élaboration des scénarios. Et c'est donc ce que j'ai fait ici. Donc, certains des facteurs de risque identifiés, ou donc des sources d'aléas potentiels susceptibles d'avoir une influence dans les situations d'impartition. On peut penser au manque d'expertise du client avec l'impartition. Une solution, une façon de mitiger ces risques-là pourrait être de faire appel à un tiers qui est spécialisé dans ce genre de service-là. Donc, par exemple, une firme comme RCGT, par exemple, pourrait développer une expertise dans les risques associés à l'impartition et pourra agir comme conseiller pour ses clients qui, eux, veulent se lancer dans des contrats d'impartition. On peut penser à des firmes d'avocats aussi, d'avocats conseils qui pourraient développer une expertise. Donc ça pourrait, par exemple, être une façon de mitiger, d'adresser ces risques-là. Le manque d'expérience du fournisseur avec l'activité impartie. Le manque d'expérience du client avec l'activité impartie. On disait tout à l'heure qu'une possibilité pourrait être d'impartir une partie de ses services, des choses qui sont plus courantes, qui sont plus habituelles. Évidemment, ça devient beaucoup plus facile de les définir. Un des gros problèmes en impartition, c'est la difficulté de mesurer l'activité impartie. Donc, quels sont les indicateurs de gestion qu'on peut se créer, en particulier pour ce qui nous intéresse pour le risque informationnel, donc d'indicateurs de gestion qu'on pourrait se créer. Dans l'approche SIGAL, ce qu'on proposait, si vous vous souvenez de l'outil que je vous ai montré quand je vous montrais un peu l'application que je voudrais éventuellement développer là-dedans, dans le tableau de bord, on retrouvait des indicateurs et entre autres, un des indicateurs, c'était le niveau de vulnérabilité basé sur des scans de vulnérabilité. Donc ça, peut-être que ça pourrait être des indicateurs qui permettraient de mesurer le risque associé ou la vulnérabilité associée à certaines activités. La stabilité financière du fournisseur, je vous parlais d'un exemple qui a été assez bien documenté. Il y a eu des articles, ça a apparu dans les médias du cas du fournisseur en Inde qui avait déclaré faillite. Donc, ce genre de situations-là sont extrêmement problématiques puisque des fermetures ont lieu
avec Avios récemment ici à Montréal peuvent se faire quand même assez rapidement. Et donc, si notre fournisseur est pas stable financièrement, évidemment, ça peut être très problématique. Bon, c'est sûr que dans les dernières années, on a quand même vu une consolidation de ce marché-là et on retrouve moins de joueurs dans ce domaine-là. Ici à Montréal, à ma connaissance, il y en a 3 gros, là, CSC, CGI puis IBM. Ce sont les 3 principaux. Évidemment, si on parle quand même de sociétés importantes. Mais qui sont pas à l'abri de problèmes. Hein. IBM ont eu déjà dans le passé des problèmes financiers. La taille du fournisseur. Et ce qui est un peu relié avec ça, c'est l'interdépendance du fournisseur, avec le fournisseur, et l'importance de la relation avec le fournisseur. C'est-à-dire que si nous, on est beaucoup plus gros que notre fournisseur, on a quand même une certaine relation de pouvoir si on est un client important pour lui. Si notre impartiteur est beaucoup plus gros que nous, ben en fait, la relation de pouvoir, d'une certaine façon, elle est un peu en faveur de l'impartiteur. Maintenant, je mentionnais tout à l'heure les aspects, la stabilité financière. C'est certain que plus il est gros, plus on peut s'attendre à ce qu'il soit stable. Mais d'un autre côté, ben évidemment, la relation de pouvoir est quand même significative. Donc, si nous, si on est son plus gros client, on est dans une situation différente que si on est son plus petit client. L'interdépendance des activités imparties avec les activités non imparties, dans les cas où on va impartir une partie de nos processus technologiques, TI, évidemment, comment est-ce que ces processus-là interagissent avec nos processus à l'interne? On peut penser à l'exemple que je disais d'impartir son courriel. Mais si moi j'ai une solution où les transactions en ligne sont une partie importante de mes revenus et que ces transactions en ligne-là dépendent jusqu'à un certain point de l'utilisation du courriel, ben évidemment, s'il y a des problèmes de communication entre mes systèmes de vente en ligne puis mes systèmes de courriel, ça peut quand même me causer des dommages importants. Et un peu comme dans un des exemples que je vous donnais plus tôt, s'il y a plusieurs joueurs en jeu, évidemment, on a toujours tendance à dire que c'est la faute de l'autre. C'est pas nous, c'est quelqu'un d'autre. Et là, ben, ça devient très, très difficile de régler ce genre de situation-là. Les problèmes de mesure, j'en ai déjà un peu parlé, la complexité des travaux, l'incertitude face aux besoins d'affaires, l'incertitude de l'environnement légal. Donc, si on a mal défini nos attentes, si on a mal défini nos besoins, évidemment, ça devient difficile d'impartir des choses qu'on comprend pas bien, qu'on maîtrise pas. La proximité des compétences de base, c'est-à-dire que est-ce que si j'ai par exemple transféré tout mon personnel informatique chez l'impartiteur, j'ai plus moi à l'interne ces compétences-là, donc je suis obligé de me fier beaucoup à ce que l'impartiteur fait. Là, on tombe dans le problème de la confiance. Si la confiance, pour toutes sortes de raisons, est diminuée ou perdue, ben, ça devient difficile. L'envergure du contrat, je vous disais tout à l'heure comment important est-ce que nous, on est pour notre fournisseur, pour notre impartiteur. Comment complexe aussi, parce que ces contrats-là peuvent être extrêmement complexes. Donc ça peut ça peut venir jouer aussi. La discontinuité technologique, et je peux penser à des exemples d'environnement où le contrat a été signé pour une durée de 10 ans. On sait qu'en 10 ans, les technologies de l'information vont évoluer énormément. Finalement, donc, le manque d'adéquation culturelle client-fournisseur. Dans mes exemples, plutôt encore, je vous parlais de la situation montréalaise qui fait qu'on est dans une bonne situation culturellement pour faire de l'impartition pour des clients américains à partir d'ici. On peut penser à des situations où mon impartition serait faite, par exemple, en Inde ou dans d'autres pays. Bon, l'Inde, c'est peut-être moins vrai parce qu'ils travaillent de plus en plus à l'américaine, mais évidemment,
bon, ceux qui ont étudié à l'étranger ou qui ont vécu à l'étranger, vous savez, les pays qui ont tendance à s'industrialiser beaucoup connaissent une hausse du coût de la vie, une amélioration des conditions de vie qui est nécessairement éventuellement accompagnée par une hausse des salaires, qui fait qu'à un moment donné, ça devient moins intéressant de faire l'impartition dans ces pays-là parce que l'avantage compétitif, il est perdu, ce qui fait que les gros impartiteurs vont ensuite transférer leurs opérations vers d'autres pays. On connaît ça avec dans le cas des usines des manufactures qui se sont déplacées vers la Chine, qui commencent à se redéplacer vers d'autres pays comme le Myanmar ou la Malaisie ou d'autres endroits où et éventuellement qui se déplacent, hein, les usines ici sont parties des États-Unis, qui sont venues au Canada, qui sont rendues au Mexique, qui s'en vont en Amérique du Sud, en Amérique centrale. Et donc, qui fait qu'à un moment donné, cet avantage-là aussi pourrait être perdu. Qui fait qu'on pourrait se retrouver dans des situations donc où il y a un problème au niveau culturel. L'envergure du contrat, je n'ai déjà parlé. Spécificité des actifs. Le nombre restreint de fournisseurs aussi. Donc, dans un marché qui se consolide comme ici, où on a vraiment 3 gros joueurs du domaine de l'impartition, évidemment, la relation, le pouvoir, la capacité de négocier, elle est quand même très différente que dans un marché il y a 10 ans où il y avait 20 compagnies différentes qui offraient ce genre de service. Donc, c'est juste une liste pour vous donner des idées, des pistes, en tout cas, qui pourront servir dans le cas d'une analyse de risque, et donc qui pourraient, dans une approche comme la nôtre, nous servir de base à l'élaboration de scénarios qui nous permettront donc éventuellement de réaliser notre analyse de risque.